Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Nous séparons la dernière fois. Nous vous avons fait la promesse de vous retrouver ce jour pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Vous y êtes, nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse à nous renouveler. Nous serions à vous parler, n'est-ce pas, de poésie ce jour. Ce sera avec Alain Alfred Moutapam, qui est écrivain poète, résident, n'est-ce pas, hors du vieux continent, le continent africain, qui est avec nous. Bonjour, bonsoir, l'artiste. Il faut vous l'appeler ainsi. Bonjour, bonsoir. Voilà. Donc, nous parlerions donc de beaucoup de poésie, un genre, n'est-ce pas, prisé par les dieux, il faut le dire ainsi, différent du genre romanesque ou encore du genre théâtral. Et vous êtes au Cameroun depuis combien de temps déjà? Je suis arrivé le 15, Ouais. Ça fera bientôt 2 semaines. Il faut dire que le Cameroun, c'est quand même votre première patrie. C'est le pays dont le limon entre dans la composition de ma chair. Voilà, pour parler comme l'autre. Comme l'autre. Il vous inspire, lui? Énormément, énormément. Il fait partie de mes pères tutélaires. Il y a Aimé Césaire, pas quel auteur, n'est-ce pas, de cette phrase-là. Il y a Senghor, il y a des gens comme Birago Diop, mais il y a aussi des poètes occidentaux, n'est-ce pas, comme Verlaine, qui m'inspire beaucoup, qui me parle énormément. Dire que vous êtes donc un homme universel. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. L'arbre, quand il grandit, il doit avoir ses racines profondément enfouies dans son sol. Et puis le tronc et les branchages vers l'univers. C'est ça. Voilà. Donc, quand on dit Moutapam, c'est très africain, ça. On ne va pas faire dans l'onomastie. Mais Moutapam, ça signifie quoi? Moutapam est un nom bakoko qui veut dire... Mout veut dire un homme, Pam veut dire un garçon. C'est un homme-garçon. En d'autres termes, aux populations plus précises, c'est un vrai homme. Je dirais donc, voilà l'homme. Absolument. On l'a dit de Jésus-Christ, pour ceux qui sont de tradition judéo-chrétienne. Voilà. Voilà donc l'homme, n'est-ce pas, avec qui nous allons nous entretenir pendant 52 minutes. Il va nous parler donc de ce chef-d'œuvre que je tiens entre les mains. J'allais dire, n'est-ce pas, je tiens entre mes mains vos palpitations poétiques et prophétiques. Absolument, absolument. Les palpitations de mes héritages poétiques et prophétiques, comme vous le savez, la poésie est essentiellement prophétique. Les poètes sont des mages. Ils sont des mages pourquoi? Parce que ce sont des poètes qui ils guident, sont des porteurs de lumière, comme disait Victor Hugo en son temps. Oui. Le poète est phare. Il montre à son peuple, n'est-ce pas, ses contemporains, le chemin à choisir en ce monde parfois, hélas, ténébreux. Le poète est là pour montrer, pour apporter la lumière et montrer le chemin. Le guide. Le guide. Et quand vous avez fini de dire ce que c'est que le poète, moi je voudrais maintenant savoir, pour la gouverne de tous les téléspectateurs de DBS, qu'est-ce que la poésie? Difficile de définir la poésie en tant que telle. Beaucoup de ceux qui s'y sont aventurés se sont souvent trompés ou alors ont été critiqués. Maintenant, à chaque poète, sa conception, sa définition de la poésie. La mienne est que la poésie est la sublimation de tout mode d'expression. Heidegger dit que les poètes sont les gardiens de la question de l'être. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faut maintenant parler de l'humain en son sens réel, c'est aux poètes qu'il faut s'adresser. Parce qu'ils savent ce qui est au plus profond, n'est-ce pas, de l'humain. Question de l'être par rapport aux questions, n'est-ce pas, de l'avoir, en ce monde où il y a confusion entre l'être et l'avoir, les humains sont plus dans la recherche de l'avoir, pensant que c'est finalement leur essence sur la terre. Il faut tout posséder, les biens, tout ce qui existe, et en oubliant, n'est-ce pas, la mission essentielle de l'humain, ce que nos pères, depuis l'Égypte ancienne, nous ont appris. 3-4 questions fondamentales. Qui suis-je? D'où viens-je? Quelle est ma mission sur la terre? Où irai-je après ma mort? Voilà les questions existentielles, garants de l'être. Et c'est à ces questions-là que les poètes sur la terre doivent être porteurs de ces messages-là, doivent le rappeler, n'est-ce pas, à leurs contemporains. Malheureusement, aujourd'hui de plus en plus, n'est-ce pas, on pense qu'on est parce qu'on a. Hélas, mais c'est le mauvais chemin. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que dans une société, la voix des poètes est acceptée, la voix des poètes, n'est-ce pas, est mise en lumière, c'est une société qui s'éveille. Et il est heureux que de plus en plus, au Cameroun, qu'il y ait des gens qui donnent la parole aux poètes
et je vous en sais gré, cher ami. Comment le faire, n'est-ce pas, différemment quand on sait que la poésie relève quand même, n'est-ce pas, de la divinité. Bon, on revient, n'est-ce pas, sur terre, n'est-ce pas, pour la gouverne des téléspectateurs. Moutapam, c'est bel et bien camerounais. Oui, absolument. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus était de Nazareth, et vous êtes? Moi, je suis de Déa, de Mbingé, voilà, un village en pleine forêt dans lequel j'ai passé quelques belles années avec mes grands-parents qui m'ont appris, n'est-ce pas, un certain nombre de fondamentaux de la vie qui me servent aujourd'hui, où j'ai appris d'ailleurs aussi à être moi-même, à retrouver ma véritable identité, à parler ma langue, à connaître mes us et coutumes, donc à être un homme culturellement situé. Parce que comment fonctionner dans ce monde lorsqu'on n'est pas culturellement situé? Comment accéder à l'universel sans être soi-même? Et grâce à ce village-là, grâce à mes grands-parents et parents, j'ai pu, n'est-ce pas, acquérir ces fondamentaux-là, n'est-ce pas, de ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc Bakoko, du côté de la Sanagamaridi. En fait, ça relève, n'est-ce pas, de la division administrative, tout simplement. C'est ça. Sinon, on dira c'est la grande famille pour Bassa, Bati, en effet. Et voilà. Donc, soit en passant, ils sont très nombreux à nous écouter, n'est-ce pas, de ce côté-là. On va dire retour au pays natal. Comme l'autre. Cahier d'un autre pays natal. Voilà. Oui, comme l'autre, je disais, il m'a énormément inspiré. Beaucoup de mes poèmes ont parfois sa verve. On va parler, n'est-ce pas, on va rentrer tout à l'heure dans ce genre poétique, n'est-ce pas, le poids des mots, la profondeur des textes, et que sais-je encore. Mais avant, vous avez fait vos classes quelque part, en tant que disciple de Charlemagne. Vous avez commencé où? Vos premières pas vers l'école? J'ai commencé à Douala et Déa. J'ai fait quelques années à l'école primaire. Je suis revenu à Douala où j'ai eu le CEP. Après Douala, après le CEP, j'ai été au collège, je suis au CES de Bounandoumbé, BEPC, lycée Jos, bac. Après, Université de Yaoundé, Université bilingue de Yaoundé, j'ai eu une licence en droit public. Après, c'était la France. Après, l'aventure a continué. Vous visitez si bien, vous revisitez si bien votre parcours. Absolument. C'est ça, il faut. Je dis que les Camerounais sont friands de diplômes. On dit de vous, n'est-ce pas, que vous avez connu une déviation. Vous auriez dû, n'est-ce pas, être un très bon diplomate. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Disons que j'ai fait des études de diplomatie également. Je suis diplômé en diplomatie, fonction publique internationale. C'est vrai que ce sont des carrières qui sont tout à fait spécifiques. Il faut être diplomate camerounais très souvent, il faut avoir fait lyrique, etc. Mais étant donné que moi j'ai fonctionné plus à l'étranger, j'ai décidé de venir, n'est-ce pas, intégrer la fonction, comment dire ça, d'être diplomate au compte du Cameroun. Il faut l'être, n'est-ce pas, pour le compte des institutions internationales. Et par rapport à ça, il y a d'autres conditions qu'il faut remplir, et notamment avoir un excellent réseau, être très très accompagné. Ça viendra certainement. Dans tous les cas, n'est-ce pas, il n'y a pas à regretter, vous êtes un diplomate d'un autre genre. Je suis un diplomate culturel. D'ailleurs, que je suis le chantre de la diplomatie culturelle. J'essaie de promouvoir la culture camerounaise, africaine à mon niveau. Et il n'y a pas meilleure diplomatie que celle-là. C'est de faire connaître ce qui nous sommes, ce que nous sommes, faire rayonner notre culture à travers l'un de ses leviers principaux, qui est la diplomatie, qui est la poésie. La poésie. Et parlons de poésie, justement. Votre roman intitulé, oh là là, que dis-je? Pardonnez cette méprise. Votre opuscule intitulé Nouvelle, voilà, que je tiens entre les mains, Nouvelle poésie pour un monde meilleur. Oui. Pourquoi nouvelle poésie? Nouvelle poésie pour un meilleur, simplement parce que je n'ai pas voulu être un vil copiste de ce qui se fait déjà dans la poésie française. Être un copiste comme plusieurs, n'est-ce pas, de mes compères qui recopient à peu près, qui suivent, n'est-ce pas, un peu, je ne dirais pas bêtement, mais comme ça, du fait de l'imprégnation culturelle que nous avons subie, ce que font les Français. J'ai essayé d'être moi-même, d'être original et de puiser dans notre fond culturel. Que font les artistes poètes chez nous?
qui sont les poètes chez nous, comment opèrent-ils, quel est leur mode opératoire. Et partant donc de cela, je me suis laissé entraîner par les chants griotiques, les pleurs chantés qu'on écoute parfois dans nos villages lors des cérémonies d'au revoir aux défunts, etc., etc. Parfois aussi dans des églises, lors des cérémonies de mariage, lors des célébrations, lors des fêtes, etc. Je me suis laissé totalement influencer par ce côté-là pour donc présenter comme ça au lecteur, et j'espère à la postérité, quelque chose d'original, qui ne soit pas une pâle copie de ce qui a déjà été fait et refait par les Occidentaux, qui ont leur poésie à eux. Je vous rappelle que lorsque les Chinois veulent faire de la poésie, ils ne suivent pas ce que les Français font. Lorsque les Indiens veulent faire leur poésie, ils ne viennent pas regarder ce qu'a fait Victor Hugo, ce qu'a fait Baudelaire, etc., qui sont pourtant d'excellents poètes. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, notre poésie devait-elle être calquée à l'image de la poésie, précisément, n'est-ce pas, de nos maîtres, de nos colonisateurs? On va dire, n'est-ce pas, une révolution en la matière, hein, un peu comme, n'est-ce pas, Césaire, n'est-ce pas, qui met de côté et vous n'êtes pas esclave des Alexandrins, des Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire que la versification française, toute cette technique métrique, ces règles métriques de versification qui sont connues, que je connais, mais je ne veux pas être esclave de ça. C'est un peu comme Guillaume Apollinaire nous a délivré déjà en son temps, dans son célèbre recueil Les Alcools, comment dire ça, il nous a délivré de l'esclavage, j'allais dire, de la ponctuation. Parce qu'avant Guillaume Apollinaire, les poètes, même les écrivains, étaient tenus au respect de la ponctuation. Grâce à Guillaume Apollinaire, nous pouvons, n'est-ce pas, nous en sommes débarrassés, et ainsi la poésie retrouve, n'est-ce pas, toute sa vitalité, sa force. C'est ainsi également que moi, en m'inspirant de nos poètes griots, en m'inspirant de nos traditions, ma poésie retrouve quelque chose de fondamental. Elle est protreptique, en ceci qu'elle fait quelque chose de nouveau qui n'a pas été fait avant. Et ce qui m'ouvre, n'est-ce pas, aujourd'hui les portes de l'UNESCO, ce qui m'a valu justement l'invitation à inaugurer un événement majeur, qui est le 10e anniversaire de la Charte universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. J'avais été contacté en son temps par les autorités de l'UNESCO pour inaugurer ce grand événement. Et je suis venu avec mon groupe, n'est-ce pas, fait de griots, de flûtistes, de balafonists, etc. Alors nous avons élevé la voix poétique telle que nous, les Africains, nous savons le faire. Et tout le public était là. Nous sommes en quelle année, en 2011? Nous sommes en 2011, justement. Ouais. 2011. C'est dans le cadre même de l'Assemblée générale de l'UNESCO. Le monde entier est là. On écoute la poésie telle que pratiquée par les Africains. C'est quelque chose d'inaugural, original. Vous êtes dans un groupe, vous dites Dans un groupe dans lequel évolue également Douleur, qui porte la voix. Voilà Alexandre. Voilà Alexandre, qui est un excellent griot poète. On le connaît au Cameroun comme chanteur simplement, mais il est au-delà, il va bien plus. Il n'est plus à pas un simple chanteur. Dans la sublimation de son chant, Douleur est un poète de très grand niveau. Lorsqu'on écoute, on traduit ce qu'il dit, la façon de le dire. Voilà. Et ces jours-là, n'est-ce pas, devant tout ce beau monde, Douleur lève la voix pour m'introduire. À la fin, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, vient me voir, mon groupe est derrière lui. Jamais de ma vie, je n'ai été autant ému par la poésie. J'ai vu et entendu quelque chose d'extraordinaire. J'ai été touché au plus profond de moi. Merci pour votre talent. Simplement, comment faire pour avoir votre ouvrage? On va dire congratulations, comme disent, n'est-ce pas, les anglo-saxons. On va d'ailleurs, n'est-ce pas, vous proposer, chers téléspectateurs, nous sommes là à parler de poésie, juste, n'est-ce pas, un avant-goût, un biscuit de ce que vous êtes capable de faire. Regarde ce qu'ils ont fait du monde. Soit dit en passant, vos textes, votre poésie est thématique. Absolument. Voilà, on va donc suivre, n'est-ce pas, cet extrait que nous avons eu. Nous avons fouillé, n'est-ce pas, dans vos archives, nous avons trouvé celui-ci intéressant pour vous, chers téléspectateurs. On va le suivre.
Quel environnement pour nos enfants, quel monde pour nos descendants. Au sud, notre planète s'enfonce. Au nord, elle se défonce. Non, non. Je ne veux plus être l'immobile spectateur du théâtre indigeste que m'offre ce monde. Je ne veux plus être le témoin impassible de la destruction du monde par le monde. Donnez-moi la possibilité de vivre sans remords dans un monde épargné de tous ces torts. Donnez-moi la possibilité de vivre sur une terre non dynamitée de pesticides de toutes sortes. Donnez-moi la possibilité de respirer un air qui ne soit pollué de gaz à effet de serre. On me parle des normes avancées technologiques, on me parle de révolution scientifique, de domestication des énergies, de génie inventif. Moi, je m'interroge sur les équilibres écologiques. Je m'interroge sur la remise en question des équilibres écologiques. Je m'interroge sur le réchauffement climatique. Je m'interroge sur la destruction de la couche d'ozone. Je m'interroge sur l'ensauvagement de l'espèce humaine. Car je ne voudrais pas que ma déchéance soit la résultante de leurs exigences. Je ne voudrais pas que mon existence soit la damnation de leur prétendue intelligence. Je ne voudrais pas que ma vie soit une vie sans envie. Ma pénitence se limitera-t-elle à mon existence? Lorsque je regarde ma descendance, permettez-moi de ne point imaginer ces échéances. Elles seront fort probablement décadentes. Où va donc ce monde? Lorsque je m'en irai au pays de mes pères, lorsque je m'en irai au pays de mes ancêtres, lorsque je transcenderai au royaume terminal de ceux dont je porte l'espérance, à défaut de porter le nom. Cheikh Anta Diop, Douala Manga et tous les maîtres de la confrérie des silencieux. Je leur dirai que notre monde n'est plus monde, que la terre n'est plus terre, que le ciel n'est plus ciel, et que la vie pourrait ne plus être vie, car notre environnement subit toutes sortes de pourrissements. Voici que le temps avance et ma prière de mon intérieur en peine s'élève. Oh, Retour sur ce plateau, c'était un bel extrait, très enrichissant d'ailleurs. Hein. On va poser cette question, Alain Alfred Moutapamé. Vous pouvez être engagé sur les questions de l'heure. L'effet le réchauffement de la Terre, ça, on sait ce qui se passe actuellement. COP 21, bientôt COP 22. Vous êtes engagé, c'est pas de l'art pour l'art. non, pas du tout. Pas de l'art pour l'art. Simplement parce que je prends appui sur nos réalités, nos traditions, notre histoire. Et dans notre histoire artistique, depuis l'Égypte nègre, rarement, l'art a été l'art pour l'art. L'art avait toujours été au service de la spiritualité, au service des dieux, au service de la société. Et je m'inscris dans cette dynamique-là. Nous avons tellement de problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire que j'indexe ceux qui font de l'art pour l'art. C'est un choix. Le mien est un choix plutôt engagé. Un choix engagé. Absolument. D'ailleurs, là, nous sommes sur ce... Voyez ce qu'ils ont fait du monde. Où va ce monde? Le titre, en fait, c'est Où va ce monde? Voilà. Donc, c'est très instructif. Nous, qui pensions, je dis nous, monsieur tout le monde, pensions que la poésie était coupée des réalités. Je ne vais pas dire mondaines, des réalités, n'est-ce pas, que nous vivons au quotidien. Vous nous ramenez, n'est-ce pas, là, à une nouvelle poésie qui s'intéresse également, n'est-ce pas, à notre vécu quotidien. Absolument. Il est important que les poètes se saisissent de cette thématique-là. Les thématiques, n'est-ce pas, qui interpellent le quotidien de nos concitoyens pour que ceci soit porté, n'est-ce pas, haut, pour que cela fasse l'objet de réflexion et de propositions. Et il faut que, justement, la vie puisse changer. Si le poète peut participer, n'est-ce pas, au changement
participer au changement, alors il joue bien son rôle, parce qu'il est le guide, il est le phare de toute société. Ouais. Alain Fred, là, c'est ce qu'on a vu. Tout à l'heure, vous allez déclamer, n'est-ce pas, un poème que j'aime bien. Mais avant, votre rencontre avec la poésie, n'est-ce pas, de façon embryonnaire, j'allais dire. Ça commence par l'Europe. Mon histoire avec la poésie est une histoire tout à fait singulière. Il faut dire que, si mes souvenirs sont bons, mon premier poème, je l'ai écrit, j'étais au CP ou CE1. C'est dans une lettre que j'écrivais à ma mère. Et ma mère, qui ne vivait pas avec moi, elle était déjà en Occident, en Allemagne. Et j'ai voulu lui écrire une lettre pour lui exprimer tout mon amour. Et j'avais lu dans mon livre de lecture du CP ou du CE1, il y avait un poème de Camara Lai, je pense à ma mère, à ma mère. Et je me suis inspiré de ce poème-là pour écrire la lettre à ma mère. Et la lettre est passée par les mains de mon oncle et ses amis. Et apparemment, ils ont trouvé que j'avais du génie. Mais en fait, moi, je m'étais inspiré, n'est-ce pas, des phrases, des vers de Camara Lai, qui est aussi l'un de nos pères. Hein. C'est lui qui nous a inspirés, qui nous a nourris par ses poèmes et par son excellent livre L'Enfant Noir, qui aujourd'hui est lu et traduit dans plusieurs langues dans le monde. Donc je commence par là, mais j'ai toujours été attiré par tout ce qui est poésie. Je suis l'un des rares étudiants à l'université de Yaoundé qui achetait des recueils de poésie. En mon temps. J'ai lu un jour, par exemple, j'étais en train de lire Le Messager. Nous sommes dans des années un peu chaudes. Je lis, n'est-ce pas, une interview de Célestin Monga. Et il parle d'un grand poète congolais que je ne connaissais pas, Soni Laboutansi. Soni Laboutansi dit qu'il parle d'un de ses livres, Fragment d'un crépuscule blessé. Je dis, ah tiens, il faut que j'aille le lire. S'il parle avec autant d'emphase, il me faut à tout prix lire ces livres. Si j'allais l'acheter, je l'ai lu. J'ai toujours comme ça été attiré par la poésie. Mais le déclic se passe à Paris parce que précisément dans un environnement où j'ai plusieurs amis qui écrivent, je suis invité au salon au café littéraire, il y a un événement majeur qu'on appelle le Printemps des poètes à Paris, j'y suis invité souvent. Je vois des gens déclamer, lire. Je me dis, mais si tout ce monde-là est capable d'écrire un livre, capable d'écrire des poèmes, je pense que je peux aussi écrire. Et donc, confronté un jour à certaines difficultés, la seule issue était la poésie. Poussé à mes derniers retranchements, il n'y a eu que la poésie pour me sortir de là. Et c'est là donc, que je sors ce poème-là qui parlait justement de ma situation en ce temps-là, qui était seul au monde. Seul au monde. Tout à l'heure, on l'aura. Bien, mais je m'en voudrais d'occulter, n'est-ce pas, cet aspect. Si on retournait dans l'histoire et qu'on vous appelait L'Enfant Terrible. L'Enfant Terrible. C'est une belle histoire du CM2 à l'école publique de Commando, où notre maître, célèbre maître d'ailleurs, à qui je rends un très grand hommage, M. Onana, dont je n'ai pas les nouvelles depuis, je le cherche partout. Il nous a donné, il a été un excellent formateur pour moi, pour toute notre génération. Il nous a appris à écrire avec beaucoup d'élégance et de maestria, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand j'écris partout, j'ai quelqu'un qui dit « Ah, mais qui écrit ça ?» Il était rigoureux, un maître comme il devrait en avoir. Alors, un jour, M. Onana nous demande à chacun de venir dire, à l'époque on appelle ça récitation, parfois dans des écoles, ici, de venir faire une récitation, donc un poème. Et moi j'arrive, je ne sais pas trop quoi dire, il me souvient que mon cousin, de temps en temps à la maison, interprétait un poème qui s'intitulait L'Enfant Terrible. Et j'arrive là, j'essaie, n'est-ce pas, de l'imaginer, je ne me rappelle pas bien, mais je l'adapte à ma sauce et je le déroule. Toute la classe est émue. Le maître saisit. L'Enfant Terrible, je suis né le 11 à 11h, 11 secondes, 11 minutes, 11 tiers. En cette année-là, il y avait, etc., etc. Et quelques temps plus tard, c'est la fête de l'école culturelle. À cette époque-là, les écoles, même, n'est-ce pas, les écoles primaires étaient très bien organisées. Il y avait des budgets pour la culture. Il y a une grande fête
de l'école avec des micros, avec du théâtre, des jeux. Je suis fait partie de la commission d'organisation, comme d'habitude. Et je propose également donc, la poésie. On me dit très bienvenue. On me met sur une estrade et j'arrive là ces jours-là. Je déroule, n'est-ce pas, mon poème L'enfant terrible. Tout le quartier, ces moments, le voisinage, tout le monde est ému. On m'applaudit, on m'embrasse. Et dans le quartier, je suis devenu l'enfant terrible jusqu'à aujourd'hui. Quand je parle, on dit en Bassa, l'enfant terrible. Très belle histoire. Nous sommes accrochés, n'est-ce pas, vous, hein? Alain Alfred, seul au monde. Masalilara libene, nendu tous les mamim, poni sorre les mamim, ngaïbe mao, ngaïbe pao, ngaïbe mao, mamao, ndu tous les mamim, sorre les mamim, ne ouais, ndu tous les mamim, gani sorre les mamim, pon, ndu tous les mamim, sorre les mamim, ouais, ndu tous les mamim, gandar. Seul au monde. Depuis que mon entreprise m'a mise à la porte, avant qu'elle ne ferme ses portes, je suis seul au monde. Les histoires du boulot sont devenues comme le loto. De mes centaines de CV envoyés, rarement des réponses accusées. De quelques messages réceptionnés, seulement des lots de désolés. Excédé de ma galère répétée, mon bailleur révolté m'a expulsé. Je suis SDF, je suis seul au monde. Qu'il est dur de vivre sans toi au-dessus de soi. Quelle misère d'être un homme sans chez soi et de toujours chercher sa voie. Voici que je traîne des haillons. Mes vêtements sont devenus moins que des torchons. Le ciel étoilé au-dessus de moi s'est assombri. La lumière de la lune s'en est aussi allée. Du fond de mon tréfonds, je l'ai observé. La nuit a envahi mon existence. Comment sortir de cette pénitence? Le destin aurait-il déjà rendu sa sentence? Mais qu'aurais-je donc fait au monde pour mériter pareille souffrance? Il est minuit et demi. Le silence est revenu, la nuit est conçue. Sous quel pont vais-je me coucher? Mais comment me réfugier sous cet abri mal protégé? Homme sans voix, l'absence de choix a toujours été mon sort. Le froid est glacial, l'hiver paradoxal. J'ai faim, j'ai froid, j'ai honte, je n'ai plus de force. Je suis malade, je suis perdu. Que sont devenus mes enfants, ma femme, mes ambitions, ma vie, tout est vraiment foutu. Chaque jour qui passe est un jour qui me dépasse. Si je ne trépasse, je suis sans repère. Je vais en enfer. Qui me tendra la main? Ma famille m'a abandonné. Mes amis m'ont tourné le dos. La société m'a condamné. Dieu de grâce et d'allégresse, Dieu d'amour et de pardon, que serait donc la cause de ce lourd héritage qui pèse sur ma conscience et dont je ne puis me départir, qui me condamne à souffrir et à mourir? Oh Dieu, je suis seul sur terre. Je suis un damné et je m'interroge, après moi, à qui sera-ce le tour? On va applaudir, n'est-ce pas? Seul au monde, c'est avec beaucoup de maestrie, hein, la déclamation de ce poème-là, c'était Alain Alfred Moutapam, n'est-ce pas, en grandeur nature. Quelle inspiration! C'est lors des moments les plus difficiles que les poètes, les romanciers, les artistes, parfois, ils trouvent comme ça l'inspiration véritable, ils trouvent les éléments pour nourrir leur inspiration. On dit d'ailleurs, il y a une belle expression, lorsque on tombe très très bas, il ne faut pas s'en faire, car c'est au sous-sol que se trouvent les plus belles pierres. Très bien dit. Il faut dire que vous faites partie, vous êtes membre d'une entité française de poètes. Oui, je fais partie de la Société des poètes français. Ouais. J'ai été recruté, adopté, intégré d'ailleurs à un moment où je n'avais pas encore sorti de livre, mais simplement parce que lors des déclamations que je faisais, les poètes de la Société française avaient remarqué mon talent. J'avais présenté mon manuscrit et ipso facto, j'ai été intégré. Et c'est toujours... ils sont toujours très contents de me recevoir chaque fois que j'arrive, lors des déclamations, lors des rencontres poétiques, des échanges. Ma présence est toujours très très appréciée parce que j'apporte, n'est-ce pas, le nouveau, j'apporte la poésie pleurée, n'est-ce pas, les pleurs chantées, une nouvelle poésie, la voix de l'Afrique, la poésie telle que nous la pratiquons ici,
telle que la pratiquaient nos ancêtres depuis les temps immémoriaux. Et si je vous disais Patrick Lozès, vous connaissez Patrick Lozès, oui, il a été le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires en France. J'y ai milité à un moment donné et il a été mon président. C'était malheureusement... bon, je suis sorti un peu du CRAN parce que... Très impressionné par, n'est-ce pas, il dit d'ailleurs, n'est-ce pas, qu'au sorti d'une rencontre, n'est-ce pas, sociopolitique, on leur propose, n'est-ce pas, un poème. Un poème, justement. Tout le monde est fatigué, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va encore nous servir là? Lorsque vous arrivez, on en redemande. On en redemande parce que, comme je vous l'ai dit, ma poésie est protreptique. Elle est inaugurale. Elle fait ce qui n'a jamais été fait avant. Elle est vivante, chaleureuse, forte, nourricière. Mais je ne tire pas de moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le tire de nos traditions ancestrales. Aller dans nos deuils, dans nos mariages. Merci pour votre modestie. D'ailleurs, cela vous vaut de laurier. Vous avez dit, n'est-ce pas, l'UNESCO, où vous êtes consultant, il faut le dire. Oui. Vous avez d'ailleurs reçu, n'est-ce pas, des lettres de félicitations, non seulement de l'UNESCO, d'un ex-premier ministre français, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui a reçu mon livre, qu'il a lu et qui m'a écrit, n'est-ce pas, en ces termes. Je relis, n'est-ce pas, une textum. Ce qu'il dit, il dit « Merci pour votre nouvelle poésie pour un monde meilleur, empli de sensibilité, d'amour et de gravité, mais dans laquelle reste le chant de ceux qui gardent l'espoir. Je vous prie d'agréer, cher monsieur Moutapam, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus cordiaux. » Voilà, tout y est dit. Voilà. Bon, maintenant, des reportages sur vous, on en a eu. Outonji, vous le connaissez? C'est un journaliste du Bénin. Voilà, très talentueux d'ailleurs. Je suis Alain Alfred M. Voici ma soif d'amour pour vous. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif de vivre. Ma soif d'amour n'a de comparable que toutes mes privations et toutes mes déceptions d'amour. Ma soif d'amour n'a de comparable que les complaintes poignantes d'un enfant à la gorge verrouillée face à l'indifférence d'une mère impitoyable. Ma soif d'amour se veut la soif d'un père longtemps recherché par un enfant délaissé à la quête de sa véritable identité. Ma soif d'amour est à la mesure du souvenir de ces hommes et femmes de cœur auxquels on a pu attacher son cœur et que la nature un jour, brusquement, injustement, a retiré de la terre. Ma soif d'amour est l'appel d'un condamné, manifestement innocent, dans une prison indécente, oublié des siens, isolé du monde, en proie à son terrible destin. Ma soif d'amour n'a de comparable que les souffrances atroces d'un malade accablé par une maladie tenace et conscient que de la vie, il n'y a plus rien, mais alors rien à attendre. Ma soif d'amour n'a de comparable que les larmes incessantes d'une femme en pleurs, abandonnée par un amour qu'elle croyait sien. Ma soif d'amour est un cri ardent, un cri strident, un cri poignant d'une peine en dents. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif d'appartenir à un monde d'amour. Je voudrais pouvoir aimer en dépit de mes égoïsmes hérités. Je voudrais pouvoir aimer malgré toutes mes souffrances, un amour rencontré. Je voudrais pouvoir aimer même ceux qui ne m'ont jamais aimé. Je voudrais pouvoir dire attends, à vous toutes et tous que j'aime, que mon amour pour vous est au-delà de toute expression savamment protégée. Mon amour pour vous n'est pas la conjugaison de mes frustrations endurées. Mon amour pour vous n'est pas l'étalage de mes hypocrisies refoulées. Mon amour pour vous n'est pas la résurgence de toutes mes amours tristement échoués. Mon amour pour vous est un amour simple, un amour épuré, dépouillé, un amour débarrassé de toute idée arithmétisée. Mon amour pour vous est un amour qui donne sans attendre un retour. Mon amour pour vous est un amour non calculé. Oui, un amour d'enfant. Merci. Sur les lèvres du poète, le terme de l'amour trouve un fidèle serviteur. Alain Alfred Moutapam en tire en retour sa raison d'être, sa joie de vivre au travers des plus belles pages de la poésie. Ma soif d'amour n'a de comparable que les complaintes poignantes d'un enfant à la gorge verrouillée
face à l'indifférence d'une mère impitoyable. Ma soif d'amour se veut la soif d'un père, longtemps recherché par un enfant délaissé à la quête de sa véritable identité. Alain Alfred Moutapam adresse son message aussi bien à ceux qui l'aiment qu'à ceux qui le haïssent. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif d'appartenir à un monde d'amour. Je voudrais pouvoir aimer en dépit de mes égoïsmes hérités. Je voudrais pouvoir aimer malgré toutes mes souffrances en amour rencontré. Je voudrais pouvoir aimer même ceux qui ne m'ont jamais aimé. Je crois que ce sont des poèmes d'abord d'excellente qualité. En plus, ils ont été fort bien dits. Et je crois que ce sont des poèmes émouvants. Si le poète béninois parle de l'amour comme d'un ciment qui unit les hommes et consolide leurs liens, il revendique sa différence. Toutes les différences pour lui demeurent source d'enrichissement mutuel. Ma différence peut-elle être la cause de ta condescendance? Ma différence peut-elle justifier ton silence face à toutes mes souffrances? Ma différence a-t-elle jamais interpellé ta conscience au regard des violences dont je suis la perpétuelle destinance? Ma différence n'est-elle pas le miroir de ta différence? Ma différence n'est-elle pas le déterminant de ta référence? Pourquoi me livrer à la potence du fait de ma différence? Le poème Ma différence, moi, les paroles étaient très vraies, sonnaient très vraies. Et pour moi, elle parle de l'avenir. Voilà, pour moi, c'est l'avenir. Donc, je l'ai senti là. Voilà, c'est un poème qu'on sent ici. Imagine-toi un monde totalement noir. Imagine-toi un monde totalement blanc, un monde totalement jaune, totalement rouge. Imagine-toi un monde totalement riche, un monde totalement pauvre. Imagine-toi un monde totalement beau, un monde totalement laid. Imagine-toi un monde totalement uniforme, où chacun aurait ta forme. Imagine-toi ce monde, ce ne serait pas le monde. Ma différence, comme ta différence, participe de la richesse du monde. Très touchée par ces poèmes et puis la façon dont il est dit. C'est vraiment tellement sincère et c'est dit avec tellement de ferveur que ça nous touche beaucoup. On était toutes très émues en les écoutant. La différence que prône Alain Alfred Moutapam dans ses poèmes ne laisse donc personne indifférent. Retour en plateau. Alain Moutapam, nous étions où là? Nous étions à Melun, lors d'un grand événement organisé par la mairie de Melun, qui célébrait en fait, comment dire ça, qui célébrait la réunion, pas la réunion, j'ai oublié le terme, pour dire en fait que la ville de Melun avait trouvé un partenariat avec la ville de Ouidah au Bénin. Et ils célébraient donc cette union-là. Ouais. Lors d'une très grande fête. Ben, je ne vais pas dire que nous avons eu quelques frayeurs. Alain Moutapam, béninois ou camerounais? Camerounais, mais avec une forte famille au Bénin. Ouais. Oui. En fait, un vrai panafricaniste. Absolument. J'allais dire un homme universel. Vous l'avez dit. D'accord. Très belle impression, n'est-ce pas, des spectateurs de ce jour-là. Oui, comme souvent. Il faut dire que chaque fois que je déclame, il y a beaucoup d'émotions et qui est partagée. Et c'est d'ailleurs ça le rôle de la poésie, c'est-à-dire nous touchons, nous les poètes, nous avons cette capacité de pouvoir toucher, d'aller au-delà de la raison pour toucher les âmes. Et lorsque les âmes sont touchées, évidemment, ça donne des réactions comme celle-là. Et là, vous êtes un one-man show. Pourtant, vous êtes un groupe, vous nous avez dit, avec Alexandre Douala, le flûtiste Maxilla, balafoniste, bienvenue Nounaï et plein d'autres choses. J'espère bientôt, je vais demander à notre aîné, notre père Manou, s'il pourrait, soit lors d'un grand événement prochain à Paris, s'il pourrait joindre, n'est-ce pas, ces notes, n'est-ce pas, de saxophone à nous. Cela certainement nous fera franchir un cap. Dans tous les cas, vous, en tant que spécialiste de la diplomatie culturelle, vous n'aurez pas beaucoup de mal à le convaincre.
Ma différence. Ma différence. Ma différence. Ma différence peut-elle être la cause de ton indifférence? Ma différence peut-elle être la cause de ta condescendance? Ma différence peut-elle justifier ton silence face à toutes mes souffrances? Ma différence a-t-elle jamais interpellé ta conscience au regard des violences dont je suis la perpétuelle destinance? Ma différence n'est-elle pas le miroir de ta différence? Ma différence n'est-elle pas le déterminant de ta référence? Pourquoi me livrer à la potence du simple fait de ma différence? Pourquoi ma différence doit-elle influer sur le destin de ma descendance? La conjugaison de nos différences ne doit-elle pas être érigée en exigence dans un monde de transcendance? Nos différences, parce qu'elles ont un sens, seront nos références
si elles se traduisent en puissance. Imagine-toi un monde totalement noir. Imagine-toi un monde totalement blanc, jaune, rouge. Imagine-toi un monde totalement riche, un monde totalement pauvre. Imagine-toi un monde totalement uniforme où chacun aurait ta forme. Imagine-toi ce monde. Ce ne serait pas le monde. Ma différence, comme ta différence, participe de la richesse du monde. Ma différence, comme ta différence, participe de la beauté du monde, du sel du monde. Ma différence, comme ta différence, participe du fondement même du monde, de l'essence du monde, je veux dire de la vie du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Mon nom est Éric Falt et je suis sous-directeur général de l'UNESCO pour les relations extérieures et l'information du public. Bienvenue à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Nous sommes bien sûr reconnaissants à Alain Alfred Moutapam pour son très beau poème « Ma différence » ainsi qu'aux griots et aux musiciens qui l'ont accompagné. Voilà, Alain Alfred Moutapam, l'épilogue de cet opuscule est signé de Madame Nicole Elisha, diplomate. Diplomate, effectivement, à l'ambassade du Bénin à Paris. Et là, c'est Madame Elisha est décédée il y a quelques temps. C'était une très grande amie, une intellectuelle béninoise qui avait également une âme de poète. Et elle fait partie des personnes qui ont lu mon manuscrit dès les tout premiers jours et qui avaient trouvé, n'est-ce pas, qu'il y avait du talent et m'ont encouragé à continuer. Là. Et elle m'a fait également l'honneur, n'est-ce pas, de le conclure par cet épilogue. Voilà. Un ouvrage abondamment et richement illustré par un artiste peintre. Par un artiste peintre qui n'est rien d'autre que l'un des plus grands peintres de ce continent, voire même du monde, Armand Pascal Agnambossou, qui est le peintre, qui est le créateur, n'est-ce pas, d'un courant pictural nommé, de plusieurs courants picturaux, principalement de celui nommé les visages tourmentés et d'un nouveau appelé le fort-cubisme, qui n'est que, n'est-ce pas, le rajeunissement du cubisme et son enrichissement, sachant que dans le fort-cubisme, en fait, il s'agit de l'art géométrique. Or, l'art géométrique, c'est quoi? L'art géométrique est consubstantiel à l'art nègre. Les nègres, nous, les noirs, quand je dis les nègres, n'est-ce pas, c'est en référence à notre tuteur, Aimé Césaire. L'art nègre a été toujours géométrique. Dans la géométrie de cet art-là, on est dans la divinité. L'art, n'est-ce pas, c'est la chose des dieux. Et Agnambossou, dans sa peinture, l'a très bien compris et il nous le traduit, nous le transmet avec beaucoup de majesté. Agnambossou est
mon avis, l'un des plus grands. Et lorsque l'histoire fera son tri, l'histoire ne manquera pas de nous le dire. Un mot sur votre éditeur? Tam Tam Art, qui est une belle association qui promeut, n'est-ce pas, les poètes, les romanciers de talent et qui a ses débuts, mais qui fait un bon travail, n'est-ce pas, d'édition, mais aussi de distribution et surtout sollicite très bien les entreprises, les institutions internationales pour que la voix du poète Alain Alfred Moutapam soit portée toujours plus haut. Où le trouvez? On le trouve pour l'instant à Paris, précisément et principalement dans la célèbre librairie et maison d'édition Présence africaine qui fut créée par l'un des pères, n'est-ce pas, de la négritude, Alioune Diop, dont on parle peu. Mais aussi à la FNAC et chez l'auteur, n'est-ce pas, en m'écrivant amoutapam@yahoo.fr. Je reprends, amoutapam@yahoo.fr. Bien. Alors, Alfred Moutapam, humaniste conquérant, poète engagé, je dirais, qui fait dans des thématiques du genre joies et tourments de l'amour. Beaucoup d'amour également, n'est-ce pas, dans ce chef-d'œuvre. Absolument, l'amour est le fondement de la vie. Sans amour, il n'y a point de vie. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'éplucher, n'est-ce pas, tous ces poèmes. Mais si on vous disait qu'Adam, lui aussi, était poète lorsqu'il déclara « Celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair », que répondriez-vous? C'était un bon poète. Simplement. Le père de la poésie. Pourquoi pas? Pour ceux qui y croient. On va donc se séparer, madame, monsieur. C'était un plaisir que de vous avoir très nombreux à suivre cette émission, cette édition, n'est-ce pas, particulière. Nous parlions de la poésie, d'un autre genre très réaliste. C'était à la faveur de l'apparition au Cameroun, n'est-ce pas, de cet ouvrage de Alain Alfred Moutapam, bel et bien camerounais, du côté, n'est-ce pas, de la Saint-Maritime, Makoko, pour dire ainsi. Que nous recevions donc, n'est-ce pas, dans le cadre de 52 minutes pour comprendre la vie des choses, les choses de la vie. Merci d'avoir été des nôtres, au plaisir de vous retrouver, mais ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent.